Alors, on va donner tout de suite la parole à notre consoeur Viorica Selachou, qui va nous parler de la corrélation entre annonce du cancer et la santé mentale. Voilà. Je remercie donc aux organisateurs et particulièrement au docteur Tamnan de me permettre de m'exprimer ici devant vous. Oui, tout proche, ok. Voilà. Je prends tout conseil des professionnels, donc je vais me présenter. Moi, je suis médecin psychiatre. J'ai une longue expérience en psychiatrie de l'enfant. J'y travaille depuis environ 20 ans. Et depuis quelques années, j'ai ouvert un cabinet libéral donc, où je reçois des patients adultes ainsi que des enfants et des adolescents à Amiens. Et je suis donc élève des professeurs ici présents dans le parcours de capacité d'acupuncture. Vous avez eu beaucoup d'interventions très savantes, très illustrées et avec beaucoup de chiffres. Moi, je n'ai pas préparé tout ça. En plus, mon manque de compétences en informatique associé à ma haute exigence esthétique a créé tout de suite une frustration concernant le PowerPoint. Donc, j'ai décidé de ne pas en faire. Et j'ai quand même écrit quelques idées sur des feuilles pour ne pas me laisser aller à mes associations libres. J'avais l'idée de vous proposer une sorte d'induction hypnotique, mais en postprandial, c'est peut-être à éviter, donc je ne vais pas le faire. Je pense que chacun peut avoir ses propres représentations, images intérieures, sinon vous utiliserez ces images-là. C'est toujours le bon début d'une psychothérapie. Donc la consultation dans un cabinet de psychiatrie libérale semble bien loin d'un service d'oncologie, autant que d'un cabinet d'acupuncture. Cependant, certains de mes patients m'ont orienté vers ces deux lieux de soins et m'ont donné envie de connaître mieux l'acupuncture, afin de leur faire profiter de ses bénéfices reconnus maintenant par la communauté scientifique. Dans mon propos, j'ébaucherai des parallèles entre la pensée traditionnelle chinoise et les résultats des études modernes concernant l'étiologie du cancer, et surtout focalisant sur le rôle du stress dans le déclenchement et dans l'évolution négative de la pathologie. Et par conséquent, je parlerai de la place des psychothérapies dans l'accompagnement des malades de cancer. Mais j'aimerais commencer par le début, c'est-à-dire les leçons apprises auprès de mes patients. Et si par hasard certains s'y reconnaissent, qu'ils soient assurés de toute ma sympathie et de ma gratitude. Ainsi, cette première patiente qui reprenait vie après la rémission d'un cancer de sein, tout en développant un épisode qu'on peut nommer une anxiété post-traumatique, avec des sentiments de colère et d'injustice frôlant des fois la pathologie psychiatrique. Elle a pu être apaisée uniquement par l'écoute, sans besoin de médication psychiatrique, ne fût-ce que symptomatique. Sa demande de consultation représentait sans doute le besoin de repasser par les étapes de sa maladie, de son traitement, et de transmettre aussi son expérience, ne fût-ce qu'à un seul thérapeute. Sa colère était audible dès la première rencontre, comme un fil conducteur, au sein d'un discours foisonnant, impérieux, déstructuré. En l'écoutant, je me sentais perdue et j'essayais de m'accrocher à mes repères psychiatriques. Quels signes dois-je isoler pour quel diagnostic? Est-ce nécessaire à ce stade de notre rencontre? Et à la fin de l'entretien, j'étais toujours désorientée, comme après une forte bourrasque en pleine campagne, une vraie tornade. J'ai choisi alors de partager mon vécu avec la patiente en proposant un autre rendez-vous. Elle a quitté mon cabinet peut-être rassurée de ma possibilité d'écouter sans rien dire et surtout sans sortir mon carnet d'ordonnances. C'était le vent, cette manifestation de l'élément bois dans la médecine traditionnelle chinoise qui faisait éruption dans mon cabinet en me laissant entrevoir toute sa force, à la fois destructrice mais aussi créative. J'ai compris alors, grâce à cette patiente, à son discours, le sentiment d'anéantissement de la subjectivité vécu par un malade lors de l'annonce de sa maladie et durant les soins longs et douloureux qui s'en suivent. J'ai entendu l'ignorance de son besoin fondamental à contrôler son corps, l'ignorance de la part des soignants, bien sûr.
l'injonction de suivre la voie indiquée par les médecins sans négociation possible. Elle m'a parlé aussi de ses recherches dans le champ des thérapies dites non conventionnelles, dont l'acupuncture faisait partie. Elle sillonnait la France à la recherche des meilleurs spécialistes dans ces thérapies, tout en se soumettant en parallèle au protocole de chimiothérapie proposé par le service hospitalier. Comme un comble d'apprentissage de la modestie pour moi, elle m'avouait arriver à ma consultation hebdomadaire après sa séance de Qigong. C'était vraiment une leçon de complexité et d'équilibre. Cette deuxième patiente consultait depuis plusieurs mois déjà pour des insomnies et alors elle se voit soudainement diagnostiquer un cancer des ovaires d'évolution silencieuse et rapide. Avec elle, j'ai traversé l'incrédulité de l'annonce, la descente aux enfers, de l'anticipation des souffrances et de la mutilation du corps, l'acceptation enfin de la bataille à venir. Sans conviction au départ, cette patiente a suivi mes conseils et les conseils de ses camarades dans la souffrance et s'est allongée sur la table d'un acupuncteur. La séance d'après, elle est revenue, un sourire lumineux sur son visage. Non seulement elle n'a pas ressenti les douleurs habituellement provoquées par sa chimiothérapie, mais sa respiration s'est retrouvée débloquée. Elle arrivait enfin à remplir ses poumons, à retrouver le calme. La force tranquille du ministre poumon faisait descendre l'énergie dans les membres, l'angoisse et le désarroi laissant place à l'organisation tranchante et à l'inspiration combative de l'élément métal. On parle souvent du traitement du cancer comme d'une guerre. En effet, la chair est meurtrie, le corps oppressé, l'esprit ne connaît pas de repos, concentré comme il est à anticiper la prochaine attaque de l'ennemi invisible. Ma communication devrait porter sur l'annonce du diagnostic. Pour cela, il existe déjà beaucoup de recommandations. Il existe des dispositifs, il existe des équipes pluridisciplinaires. Mes collègues vous ont peut-être déjà parlé ce matin. Il existe actuellement un souci d'accompagner le patient pendant cette étape et de lui fournir les informations les plus exhaustives concernant le traitement et le pronostic. Moi, j'ai envie de vous parler de ce qui suit après. Parce qu'on va assister à un deuil. Nous pouvons comparer le vécu des patients confrontés à l'annonce aux phases décrites dans les situations de deuil. Une première période de déni est suivie par une phase de colère. Et quand cette ressource psychique est épuisée, la personne traverse une période dite de marchandage, pendant laquelle la représentation traumatique continue à être tenue à distance grâce à des pensées ou des actions magiques censées apporter le recouvrement de l'état de santé initial. Quand toutes ces stratégies sont épuisées, la personne connaît une phase plus longue de dépression, condition nécessaire, si elle ne prend pas une intensité pathologique, pour aboutir à la dernière phase, qui est celle d'acceptation de la réalité. L'évolution émotionnelle souhaitable serait un dépassement rapide de la sidération initiale et de la phase de désespoir, où on conscientise une possible issue fatale, pour revenir à une attitude combative, de confiance en ses propres forces de vie, ainsi que dans le pouvoir médical d'infléchir le cours de la maladie. Mais cette évolution n'est pas linéaire et des régressions aux phases précédentes restent toujours possibles. Le patient et des fois son entourage ont besoin de la traversée de ce deuil de soi-même en bonne santé, de trouver un sens à cette épreuve. Dès l'Antiquité, Hippocrate, la découverte du crabe, des explications plus ou moins rationnelles ont été apportées en fonction du niveau des connaissances de l'époque. La science de ce temps élaborait la théorie des humeurs, théorie pas très éloignée finalement d'un point de vue énergétique de la MTC, de la médecine traditionnelle chinoise. Dans la société non médicale, régie par des préceptes religieux, les explications envisageaient plutôt la notion de faute morale ou de péché. À notre époque post-cartésienne, il circule des hypothèses à peine déshabillées de leur contenu moral. Et la recherche d'un coupable reste un mécanisme fondamental dans le psychisme de l'homme moderne, oscillant entre dépression et persécution. Pour illustrer, je vais vous parler d'un livre qui a été étudié par les psychanalystes de la fin du XXe siècle, dont je fais partie, qui a été publié sur un pseudonyme, Fritz Thorn, et qui s'intitule Mars. Le jeune auteur apprend qu'il est atteint d'un cancer et commence une psychothérapie.
dont la première phase le conduit à remettre en question son éducation et son milieu familial. Il dit: Il me semble juste de dire que le mal causé par une éducation erronée est parfois tellement grand qu'il peut aussi se manifester sous ses formes extrêmes dans des maladies consécutives à la névrose, par exemple le cancer. Survivrai-je à cette maladie? Aujourd'hui, je n'en sais rien. Au cas où j'en mourrais, on pourrait dire de moi que j'étais éduquée à mort. À la différence de la médecine occidentale centrée sur l'organe, la médecine traditionnelle chinoise appréhende la personne dans une approche holistique qui prend en compte la globalité du fonctionnement physiologique, ainsi que les liens entre les émotions et les divers organes, l'alimentation, le moment de la journée, les saisons. Chaque personne développe une réaction propre à un facteur pathologique interne ou externe, en sachant que les facteurs pathologiques internes sont les 7 émotions décrites par la médecine traditionnelle. De ce fait, il n'existe pas une prise en charge préétablie, ciblée sur une pathologie, mais le traitement se définit lors de la consultation pour une personne singulière et à un moment donné. La consultation en médecine traditionnelle chinoise recherche à recueillir plusieurs informations. D'abord, il s'agit du corps, qui est observé, écouté, touché. Sans refuser l'imagerie ni les analyses biologiques à l'époque actuelle, il faut quand même regarder, toucher le corps qui manifeste, pour qu'il s'est observé, les blocages dans la circulation de sang et de l'énergie. Les émotions sont donc les facteurs pathologiques internes qui peuvent déclencher la maladie. Et une citation célèbre du Su Wen dit: Quand le chêne est harmonieux, le chêne étant l'esprit, le corps est sain. Quand le chêne est troublé, la maladie apparaît. On peut faire le parallèle avec le dicton latin bien connu chez nous, mens sana in corpore sano, mais dans cette vision des choses, le corps est placé comme le socle de la santé psychique et il n'y a pas vraiment de réciprocité. Le contexte est également interrogé lors de la consultation. Dans les enseignements de Su Wen, donc cet écrit fondamental, l'acupuncture, il est recommandé que le médecin questionne les éventuels changements de vie traumatiques, on dirait aujourd'hui, comme la dégradation sur le plan social, du statut social, les ruptures amoureuses, etc., afin de pouvoir poser le bon diagnostic. La médecine actuelle commence à réfléchir à l'importance des émotions, surtout négatives, et des liens des événements traumatiques avec l'apparition d'une maladie. La psychosomatique, c'est une discipline psychiatrique développée dans les années 80, recherchait les mécanismes par lesquels le stress psychologique déclenchait des processus pathologiques organiques, et les études portaient notamment sur les maladies cardiovasculaires, les troubles gastro-intestinaux, les diabètes non insulinodépendants et bien sûr les cancers. Plusieurs études actuelles interrogent également la relation entre le stress et l'apparition des tumeurs, et ainsi que l'influence des psychothérapies et des changements de mode de vie sur l'évolution. Depuis les années 90, la psychoneuroimmunologie étudie les liens entre les facteurs psychologiques, le système hormonal et les défenses immunitaires. Quand les émotions négatives et le stress deviennent chroniques ou très intenses, l'organisme libère la noradrénaline, le cortisol qui active le système sympathique, accélère le rythme cardiaque, augmente la pression artérielle, provoque une tension musculaire et perturbe le rythme du sommeil. Ces hormones de stress agissent également sur les globules blancs qui libèrent des cytokines inflammatoires. De plus, les cellules essentielles dans la lutte contre le cancer, le natural killer, sont inhibées et restent inactives. L'interaction entre hormones, médiateurs chimiques et système immunitaire sont considérées maintenant comme un cerveau circulant, ce qui rejoint finalement la théorie de la médecine chinoise qui concerne la circulation du sang et de l'énergie dans le corps. Une étude qui n'est plus très récente, en 2015, a recherché les facteurs de survie et d'évolution positive chez des patients atteints de formes considérées incurables de cancer. Selon les auteurs, cette évolution tenait à 3 changements apportés par les patients à leur façon d'être. Le premier changement, c'était d'avoir une vision claire de ce qui est important pour soi dans la vie. Deuxième, s'autoriser à organiser la vie en fonction de soi-même. Et la troisième, prendre en compte ses émotions. On pourrait dire aussi qu'il
il s'agit d'établir un lien entre le cerveau, qui est considéré le siège de la pensée, et le cœur, le siège des émotions. Donc cette étude est plutôt optimiste parce qu'elle indique que les mécanismes néfastes peuvent être inversés même dans des stades avancés du cancer. Dans les écrits philosophiques anciens, autant en Europe qu'en Chine, le retour à un état de simplicité en lien avec la nature et débarrassé des illusions sociales représentait une recommandation. Je vais vous citer un extrait un peu plus long, pareil, de Su Wen, concernant cette idée, qui se contente de garder son intégrité et heureux. Les anciens estimaient heureux celui qui ne peut plus accroître son bonheur, non pas comme aujourd'hui celui qui possède carrosse et bonnet de dignitaire. La carrosse et le bonnet de dignitaire appartiennent à la personne. Ils ne relèvent ni de la nature de l'homme, ni de sa destinée. Si de tels biens lui viennent, c'est à titre provisoire. Il ne peut ni se protéger contre leur venue, ni empêcher qu'ils s'en aillent. Il ne faut pas s'exalter parce qu'on possède carrosse et bonnet de dignitaire. Il ne faut pas se mettre à la remorque du vulgaire parce qu'on se retrouve dans une situation misérable. Celui qui trouve son bonheur aussi bien dans la misère que dans la carrosse et le bonnet sera alors sans souci. Si l'enlèvement des biens provisoires détruit le bonheur, c'est que celui-ci était vain. Ceci nous apprend que la maladie peut représenter un moment existentiel crucial qui permet au sujet un regard neuf sur soi-même, sa place dans l'univers, le sens de son existence. Les psychothérapies sont censées apporter le calme du cœur, permettant un apaisement émotionnel et par conséquent une pensée plus claire. Il s'agit de cultiver les émotions positives, les passions saines, les désirs simples, la joie, l'amour, la compassion, la foi et la confiance. En guise de conclusion, je vais vous rappeler que je n'ai pas abordé l'acupuncture en soi, parce que vous avez eu d'autres interventions beaucoup plus riches. Je vais juste la considérer comme une méthode thérapeutique qui fait partie d'un ensemble, qu'il ne faut pas la considérer de manière isolée, mais plutôt la placer dans le patrimoine culturel et scientifique qu'il a produite, associée donc à la pharmacopée, au qigong, au massage, au conseil diététique. Et j'ai cet espoir qu'en oncologie, elle peut trouver cette place parmi les autres et avec les autres, car dans peu d'autres spécialités, si ce n'est bien la psychiatrie, l'approche globale du patient n'est envisagée avec autant de conviction. Je vous remercie.